Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers professeurs, journalistes, écrivains, nous tenons d'abord à adresser nos remerciements les plus chaleureux à trois personnes qui ont compté pour Simon et moi-même dans notre développement, et nous pensons d'ailleurs que sans eux, nous ne serions pas là. D'abord, le président ici présent, Monsieur Levatois, Monsieur le professeur Milon, évidemment, Monsieur Clément Milon, et puis Monsieur André Louchet. Votre débauche d'énergie, votre science et votre passion dans les... Je suis trop près? Oui, très bien. Disais-je donc, votre débauche d'énergie, votre science et votre passion dans les enseignements que vous nous avez délivrés nous ont apporté trois choses lorsque l'on envisage une recherche. C'est la rigueur. La rigueur, évidemment, la prudence à l'égard des sources que nous utilisons, mais aussi l'humilité dans le travail que nous menons. Et donc, ce qui fait que nous avons pour vous, sincèrement, tous les trois, une affection assez particulière. Ce qui m'amène à dire que par son histoire politique et son enracinement religieux, eh bien, la Vendée fait partie de ces départements qui se démarquent par sa volonté de s'engager. Et ce n'est pas être chauvin de dire ça, puisque c'est un Breton qui vous parle, mais il est vrai que dès qu'une idée émerge et qu'un projet prend forme, eh bien, les forces individuelles eh bien, se meuvent en identité collective. Et cette fusion d'idées pour défendre une cause chère aux Vendéens dépasse le simple fait de s'inscrire dans un mouvement. C'est-à-dire que leur adhésion est portée par une conviction. Concernant la DRAC, le plus étonnant est que les associations déjà en place sur le territoire auraient très bien pu rejeter ce projet de défendre les droits des religieux anciens combattants pour cause de doublons ou de répétitions. Au tournant des années 1924 et 1925, c'est bien l'inverse qui se produit. Plusieurs entités accueillent avec engouement le désir de la DRAC d'établir une antenne locale sur le territoire vendéen, et donc la Ligue fait figure de consensus. Elle rassemble toutes les forces éparpillées. En clair, elle crée l'union d'un bloc catholique. Sait-on ce que l'on fait, où l'on va? Pourquoi la guerre? En bref, les questions que se posait déjà l'abbé Lelièvre en 1914 sont peu ou prou identiques en 1924. Le fait de s'organiser devient un réflexe, pire encore, une impérieuse nécessité pour faire corps, faire nombre et ne pas sombrer dans l'indifférence. C'est ce que précise d'ailleurs Jacques Fontana. Les catholiques français eurent constamment le souci de défendre la patrie et la religion, et en défendant l'une, ils sauvegardaient l'autre. Il est nécessaire que les catholiques restent unis. C'est la condition pour que soit totale la victoire de la France. L'union, la résistance et la paix sont donc les trois mots d'ordre que les catholiques peuvent entendre encore dans les sermons vendéens d'après-guerre. Terre catholique, la Vendée entend aller encore plus loin dans la mobilisation contre l'anticléricalisme. 2 mois après la création de la Ligue, le 2 août, eh bien la Vendée connaît la création de l'association des prêtres anciens combattants et mobilisés de la Vendée le 22 septembre, dans l'attente d'une DRAC locale, plus massive dans le département. Et 15 jours plus tard, le 5 octobre, eh bien, un mouvement synergique se met en place avec comme point de départ une grande manifestation sur notre belle place, Napoléon bien sûr. Et ce lancement préfigure la naissance d'une DRAC vendéenne. Une telle recherche, évidemment, nous a demandé une méthodologie historique, précise, soignée. Nous avons fait le choix de diversifier nos sources. Alors, nous avons des sources, évidemment, archivistiques vendéennes, mais aussi plus largement dans l'Ouest, en Mayenne, dans l'Indre, en Charente, et nous sommes même allés jusqu'à Caen, dans le Calvados. Et puis, c'est une présentation inédite, puisque avec l'accord du directeur des archives départementales de la Vendée, Cyril Longin, eh bien, nous avons pu ouvrir exceptionnellement une boîte d'archives qui était habituellement non communicable pour raison de mauvais état. Plus encore, et pour ne pas être trop long, nous avons analysé toutes les occurrences que l'on peut trouver de l'intitulé DRAC dans la presse locale, mais aussi nationale. En bref, partir d'un phénomène local, la Vendée, pour mieux saisir l'écho national de la DRAC, de ses premiers balbutiements jusqu'à ses plus grands événements, est notre proposition, comprendre son implantation locale dans un département de l'Arrière,
souvent occultées dans l'histoire des grands conflits mondiaux. Alors les deux grandes questions, pourquoi la Vendée est-elle le théâtre d'une synergie collective au service de la DRAC? Est-elle l'exemple d'une unité catholique multiforme ou bien d'une volonté collective de parvenir à une force politique et religieuse uniforme? Pour être très didactique, eh bien trois idées pour notre communication. D'abord le tissu local qui est assez multiforme, les manifestations, les grandes manifestations sur le territoire vendéen, et puis évidemment l'essor des réseaux de la DRAC au-dedans puis au-dehors du département, signe d'un rayonnement partagé, particulièrement dans l'Ouest, mais aussi plus largement en France. Merci. C'est bon, on m'entend. Bon, je ne vais pas renouveler les remerciements qu'a fait mon camarade Jean-Baptiste, mais bien évidemment mes pensées sont tout aussi sincères. Et donc, justement, Jean-Baptiste a parlé en introduction de la Vendée comme une terre d'engagement, donc je ne vais pas refaire un moment de chauvinisme, mais c'est particulièrement vrai. Encore aujourd'hui, en Vendée, vous avez un réseau de bénévoles et d'associations qui est très important. Et pour ce qui s'agit de l'année de notre étude, 1924, on retrouve une multiplicité d'associations à vocation religieuse, donc toutes indépendantes les unes des autres, mais qui agissent encore, et elles agissent encore surtout quand il faut se soulever contre ce qu'on pourrait appeler des injustices de la part des gouvernements. Et cette coexistence d'associations en Vendée est particulièrement visible du coup en 1924, au moment de défendre les droits des religieux anciens combattants, alors que le gouvernement Herriot prend les mesures qu'on connaît tous. Et donc je vais vous faire, pour commencer, un état des lieux des associations religieuses qui se situent en Vendée et qui sont favorables à la cause de la DRAC. Et vous allez voir que ces associations, dont on a entendu le nom de certaines ce matin, s'adressent à toutes les couches de la société. Donc premièrement, nous avons l'Association catholique de la jeunesse française, la CJF, qui est un réseau de comités dispersés dans les départements pour s'opposer à la politique du cartel en s'appuyant sur le dynamisme de la jeunesse. Fondée en 86 par Albert Demain, l'association est en 1924 dirigée par Charles Fleury. La CJF est puissante de par ses organes de presse qui relatent dans les provinces des actions à mener. En Vendée, l'association est particulièrement active, notamment dans les congrès de campagne. On a un énorme congrès en 1923 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et en général, les congrès que réalise la CJF sont une grande réussite. Et la presse en témoigne, notamment le 1er septembre 1924, quand la jeune Corrèze catholique cite, je cite, « La Vendée surtout mérite d'être citée en exemple. 80 réunions auront eu lieu dans les campagnes du 6 juillet au 10 août et 5000 tracts ont été distribués. » De même, la CJF évoque en octobre 1924 l'intérêt de se défendre face aux mesures d'amnistie d'Herriot. Je cite, « 32 699 prêtres et religieux ont été mobilisés, 4 618 sont morts pour la France. Nous défendrons nos religieuses et nos religieux, ce sera nous défendre nous-mêmes et sauver la société. » Cette effervescence de la CJF vendéenne a même un écho national. La réussite de la manifestation du 5 octobre 1924, que Jean-Baptiste vous a évoqué, a été motivée par la force montante des protestations, et selon le journal La Croix, donc journal national, c'est uniquement l'œuvre de la section départementale. Jean Giraud, rédacteur en chef du journal, s'adonne lui-même à faire des éloges à la jeunesse vendéenne. Sa plume révèle les faits suivants. Il faut amener les foules à ces grandes mobilisations pacifiques de l'armée catholique, et pour cela, il convient, je cite, de donner la Vendée en exemple à toutes les régions de France, même aux meilleures. Selon Jean Giraud, cette réussite, c'est parce que la Vendée, je cite, avait été profondément travaillée par l'association catholique de la jeunesse française. Deuxièmement, vous avez aussi l'association catholique des chefs de famille, qui est fondée en 1905 par le chanoine Tournier, et qui s'implante très rapidement dans les territoires, au point d'avoir une union nationale des associations catholiques des chefs de famille en 1911. En Vendée, le mouvement est très actif. Il est même défini dans les bulletins paroissiaux de Vendée comme une organisation cadre officielle de la résistance dans le diocèse de Luçon. Et il convient ici de noter, on en a parlé un peu ce matin, mais si l'association des chefs de famille est aussi importante, c'est parce que ce sont les voix qui clament l'importance de l'enseignement libre. Et il faut bien rappeler qu'au-delà des décisions d'amnistie qui concernent directement le sujet et les actions de la DRAC, Herriot et son ministre de l'Instruction publique, François Albert, prévoient le grand projet de l'école unique. Et cette association catholique des chefs de famille, on reverra, fait l'objet d'une surveillance accrue
C'est une demande venant directement du garde des Sceaux du premier gouvernement Deriot. Et donc, vous avez en Vendée, autour des chefs de famille, une surveillance qui est faite entre notamment le procureur de la République et le préfet. Néanmoins, il faut tout de même noter la légalité de ces organisations. Elles sont toutes déclarées en préfecture. Les moyens d'action des pères de famille sont limités, mais pourtant ils sont bien présents, justement principalement motivés par les questions scolaires, mais aussi par les questions d'amnistie. Troisièmement, nous avons la Ligue des femmes françaises. Donc, on trouve à la tête de cette organisation, à l'échelle française, des personnalités féminines issues de l'ancienne noblesse et de la haute bourgeoisie. C'est environ 544 000 adhérents en 1914 à l'échelle de la France. Et en Vendée, la présence de la Ligue des femmes françaises est mentionnée, notamment dans les bulletins paroissiaux, même si au niveau du diocèse de Luçon, toujours dans les organes officiels, la Ligue des femmes françaises est mentionnée comme une organisation qui doit encore se mettre en place. Et puis, quatrièmement, vous avez la Fédération nationale catholique du général de Castelnau, créée en 1924, on en a aussi parlé ce matin. Mais la FNC a une action en fait, de coordination nationale, donc ce qui fait que dans nos sources 1924, enfin en 1924-1925, vous avez très peu de choses en Vendée. Donc vous avez ces trois associations, enfin ces quatre associations, mais principalement trois actives, qui nous démontrent que la DRAC a vraiment un terreau profitable pour s'installer en Vendée. Mais pourtant, ce n'est pas celle-ci qui s'implante directement. C'est une autre association, qui sont du coup les prêtres anciens combattants, donc les PAC, et ceci avec autant de soutien de la part des associations que des Vendéens, s'implante le 22 septembre 1924, et aussitôt les prêtres anciens combattants de Vendée se mettent en ordre de marche. Je vais me permettre de citer M. Alain Toulza qui nous dit que les prêtres anciens combattants ont, je cite, des objectifs généraux convergents qui allaient renforcer le dispositif de mobilisation des catholiques autour des structures ecclésiales du pays. Si l'organisation des prêtres anciens combattants en Vendée est créée en septembre 1924, la Ligue nationale des droits des prêtres anciens combattants est fondée le 10 novembre 1924 par l'abbé Daniel Berger. Ainsi, les prêtres anciens combattants, je recite M. Toulza, devenaient le pendant de la DRAC pour le clergé séculier. Les actions des prêtres anciens combattants en Vendée se résument en 2 points. D'abord, les manifestations politiques, puis les manifestations mémorielles. Le premier acte d'action, et qui est d'ailleurs le point principal des actions, c'est clairement l'axe politique. L'objectif, c'est de faire connaître les principes que défendent aussi la DRAC. On a parlé de la manifestation du 5 octobre. Place Napoléon. La présence des prêtres anciens combattants à ce moment-là ne peut pas être affirmée. En revanche, le 27 octobre 1924, leur première assemblée générale démontre 250 membres. Donc on peut imaginer que sur la place Napoléon, le 5 octobre 1924, il y avait des prêtres anciens combattants. Quelle est la ligne de conduite des prêtres anciens combattants ? Elle est définie dans les termes suivants, dans leur première assemblée générale. Les prêtres anciens combattants réprouvent de toute leur énergie la politique de haine et de sectarisme reprise par le président du Conseil, protestent avec toute l'indignation de leur conscience de soldats contre l'amnistie accordée aux insoumis, aux déserteurs et aux traîtres. On le voit, la politique Deriot est dénoncée et l'action des prêtres anciens combattants doit principalement se concentrer sur celle-ci, surtout en écho à la question des amnisties qui est déterminante au sein de la DRAC. Les prêtres anciens combattants de Vendée sont bien aussi attachés aux problématiques de l'Alsace-Lorraine, dans laquelle ils réclament notamment, je cite, le maintien des libertés religieuses. Plus généralement, ils, je cite, revendiquent pour les religieux et les religieuses le droit de vivre dans leur patrie égaux à tous les autres citoyens et la liberté d'y pratiquer leurs règles et leurs vœux et la faculté d'y enseigner. Le bureau des prêtres anciens combattants de Vendée est composé uniquement d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. À titre d'exemple, le président est l'abbé Lezafre, un ancien aumônier militaire, officier de la Légion d'honneur et croix de guerre. L'un des 2 vice-présidents est également croix de guerre, mais grand mutilé. Du reste, l'ensemble des membres du bureau sont des médaillés. La présence de l'évêque y est pour quelque chose, puisqu'il rédige dans les jours qui suivent, un communiqué d'importance où il associe le combat des prêtres anciens combattants aux autres associations présentées dans la partie précédente. Voici les termes précis qui affirment l'union des forces à l'échelle départementale. Dans un communiqué en date du 13 août dernier, nous avons indiqué comme étant particulièrement qualifiés pour mener à bien la campagne de défense religieuse que nous imposent les circonstances et les associations suivantes: l'Association catholique de la jeunesse française, l'Association catholique des chefs de famille,
la Ligue des femmes françaises. Il faut maintenant y ajouter l'association des prêtres anciens combattants et mobilisés de la Vendée, qui vient d'avoir sa première assemblée générale le 27 octobre et qui est prête à l'action. Justement, l'association est prête à l'action et les mots de l'évêque se confirment très rapidement. On le voit notamment la surveillance qui est apposée directement sur l'association des prêtres anciens combattants dans les correspondances entre le procureur de la République de La Roche-sur-Yon et le préfet. L'association est mentionnée sous les termes suivants: elle sert à faire de la propagande mais dont le rôle très actif se fera certainement connaître si le gouvernement fait procéder à des expulsions de prêtres et de sœurs, actes auxquels ils s'opposeront par tous les moyens. Ah, pardon, excusez-moi. Les premiers mouvements s'organisent au sein du comité de défense religieuse, donc l'ensemble des 4 associations. Pour faire connaître le mouvement et les manifestations, le moyen utilisé est la distribution massive de tracts et le collage d'affiches dans les bourgs vendéens. En mars 1925, un tract attire l'œil inquiet des autorités publiques. Le commissaire de police de La Roche-sur-Yon envoie une lettre au préfet lui adressant en copie un feuillet intitulé « Organisons-nous ». Distribué à profusion, ce tract mobilise la totalité des convictions défendues par le comité de défense religieuse. On y voit notamment, je cite, les anciens combattants qui ne veulent pas voir sombrer leur victoire dans une sorte de guerre civile déclenchée contre les catholiques. Et autre type d'action, en avril 1925, les prêtres anciens combattants se soulèvent contre l'ouverture d'une école interconfessionnelle à Strasbourg. Au-delà de ces manifestations politiques, ces manifestations sont surtout symboliques. Si on veut mettre du symbolisme dans les manifestations en Vendée, l'idéal n'est pas La Roche-sur-Yon, mais bien évidemment Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui est la commune de Saint-Louis-Grignon-de-Montfort. Il y a une énorme manifestation qui est mise en place au début du mois d'octobre 1925, et pour motiver les prêtres anciens combattants à venir à cette manifestation, et plus généralement l'ensemble de la population de la Vendée, le rédacteur anonyme de la Semaine catholique du diocèse de Luçon établit une filiation historique entre les combattants de 1793 et les combattants de 1924-1925, le mot suivant, je cite: « En 1793, on vit toute cette contrée se lever avec un ensemble admirable pour la défense de sa foi. Autant, sinon que leurs pères, les catholiques de 1925 ont besoin de se grouper pour la défense de leur religion. » Et l'engagement militaire, vous voyez, est ici convoqué comme un moyen de créer un mouvement populaire s'appuyant sur la fidélité à un combat. Le jour de la manifestation, le 4 octobre 1925, ce sont environ 50 000 personnes qui défilent dans les rues de Saint-Laurent-sur-Sèvre. La présence de l'abbé Berger, le fondateur des prêtres anciens combattants, est une nouvelle preuve de l'intérêt porté aux anciens combattants en Vendée. Et vous avez notamment le journal L'Écho de Paris qui a envoyé un envoyé spécial directement sur place. Et voici les termes qui nous sont rapportés du discours de l'abbé Berger. « Souvenez-vous, camarades, de ce qui nous faisait tenir là-bas, l'image des gosses dont nous étions les pères, selon la chair, selon l'esprit, et qui nous poussait au parapet et qui nous disait « Partez une fois de plus vers la mort, afin que nous autres voyions pas ce que vous voyez. » Ces actions auxquelles participent les prêtres anciens combattants ne sont pas sans conséquences, et il se trouve des opposants, et on a notamment dans les archives de la Vendée des faits qui relatent que certaines affiches de la Pâque sont déchirées, notamment sur la côte vendéenne, qui est moins catholique que le bocage. Et enfin, second axe d'action des prêtres anciens combattants, c'est évidemment les manifestations mémorielles. Les sources ne sont pas denses là-dessus, mais on a quand même une source qui nous mentionne une cérémonie le 11 novembre 1925 en l'église Saint-Louis, donc place Napoléon, où la messe a permis de réunifier les religieux, les anciens combattants, et, je cite le bulletin paroissial de La Roche-sur-Yon, des fonctionnaires civils qui avaient bien voulu faire acte de religion en même temps que de patriotisme. La combinaison des actions politiques aux actions mémorielles concrétise en quelque sorte la plume d'un journaliste anonyme du titre de presse La Vendée. Je vous le cite, donc il écrit ça le 11 octobre. Anciens soldats pour la plupart, on remarque qu'ils ont presque tous la boutonnière ornée de la croix de guerre et que la résolution écrite sur leur mâle visage n'est pas celle qui se résigne à la défaite. Tant de virilité est un réconfort précieux pour ceux qui ont connu les tristesses du passé, et c'est bien l'avenir qui semble, aux yeux des moins optimistes, se préparer dans ces âmes fortes pour la gloire de Dieu et le salut de la patrie française. Nul doute ici qu'il s'agit d'une description des membres des prêtres anciens combattants de la Vendée, de ce département où d'ailleurs les principes de la drague sont pleinement exprimés ici.
C'est la preuve que l'écho de la DRAC est large, large de par les convictions qui réunissent un certain nombre de Français, on l'a vu, mais aussi large de par son principal moyen de communication à l'époque, qui est celui de la presse. Et pour terminer rapidement, avant de conclure et puis de passer la parole à Tito Enrico, au sujet de la presse, vous l'avez bien compris, la Vendée est un cas tout à fait propice à la diffusion des idées de la DRAC, Simon l'a démontré, et en utilisant le logiciel RetroNews, qui a été créé par la Bibliothèque nationale de France, et bien entre le 1er octobre 1924 et le 31 décembre 1925, nous retrouvons à peu près une trentaine d'occurrences de l'intitulé DRAC. Et ce qui est à noter, eh bien, c'est que dans l'ouest de la France, nous avons de plus en plus d'opposition à cette DRAC, puisque évidemment elle dérange, notamment celle de Maurice Charny, syndicaliste CGT de la Seine-et-Marne, qui juge le caractère nul et non avenu de la DRAC en raison de la présence d'entités déjà existantes. L'argument se tient, mais en l'occurrence, eh bien, le rédacteur du journal La Mayenne reprend ce terme pour montrer que, eh bien, en clair, l'UNC, mais aussi la FNC et la PAC jouent le rôle d'appui majeur auprès des DRAC départementales naissances. Elles leur offrent des conseils juridiques, notamment, pour défendre au mieux les religieux anciens combattants dans les cas de procès aux tribunaux, etc. Je cite rapidement notamment la Mayenne, et c'est pourquoi la Ligue des droits du religieux ancien combattant a sa raison d'être. Si elle n'existait pas, il faudrait la créer immédiatement. C'est un conseil que donne le rédacteur Albaret avant d'accorder une colonne sur les prêtres sur la PAC qui œuvreront à la création d'une DRAC en Mayenne comme en Vendée. Et cela prouve que la synergie ne se réduit pas à la Vendée uniquement, mais s'étend dans la plupart des départements limitrophes. Alors, de là à dire que la Vendée est le modèle et l'exemple clé, je n'irai pas jusque-là, mais en guise de preuve supplémentaire, eh bien, le rédacteur retranscrit même un extrait du manifeste de la PAC pour attester que les religieux et les prêtres anciens combattants sont complètement d'accord et marcheront la main dans la main. Fin de citation. À travers ce plaidoyer de force catholique face au gouvernement Herriot, eh bien, la Mayenne soulève l'hypothèse d'un futur affrontement entre le dit bloc des gauches et un potentiel bloc catholique. Énième petite citation rapide, « Les précautions sont prises, la chaîne est formée. La liaison est assurée et il sera inutile d'essayer de vous placer entre les deux moitiés de la même armée, PAC et DRAC, pour essayer d'affaiblir celle-ci en la divisant. Vous n'aurez même pas la suprême ressource de diviser pour régner. » Fin de citation. Un mois plus tard, c'est au tour aussi de l'écho du centre, puisque cette synergie prend forme aussi dans le Loir-et-Cher, du côté de Blois, avec l'Union bléloise des prêtres anciens combattants. Et donc, il s'agit d'étendre la DRAC jusqu'à Paris. Prenons rapidement une citation, on va dire, de l'Union bléloise. Hors du diocèse, nous donnons la main à toutes les unions diocésaines et notre fédération nationale s'unit à Paris, à la Ligue pour la défense des droits du religieux ancien combattant et à toutes les organisations qui défendent les intérêts de la religion et de la patrie. Bref, encore une preuve qui prouve que la PAC au local est au service de la DRAC au national. La première n'ayant d'autre ambition que d'être un organisme très vivant au service de la grande idée qui a précédé à ses origines, égaux comme au front. Plus au sud encore, en Gironde, eh bien, entre PAC et DRAC, cette union prend tout son sens, puisque je rappelle que l'abbé Berger est à la fois président de l'union de la PAC et président d'honneur de la DRAC, envoyant même la déclaration collective de la DRAC à l'Action française pour la diffuser, notamment cette citation rapide, « En défendant les droits des religions anciens combattants, nous avons conscience, c'est ce que dit l'Action française, de défendre contre la tyrannie, les droits de tous les Français. Nous les appelons tous, sans distinction d'opinion ni de parti, à venir à nous, les non-combattants, pour nous soutenir de leur sympathie, les anciens combattants, pour lutter à notre côté. » Vous avez évidemment de grandes manifestations comme celle d'Angers, le 14 janvier 1925, avec près de 4000 personnes, 30 sections départementales quand même qui se déplacent. Et en dehors des millions de tracts, d'affiches et de centaines de conférences données à travers la France, eh bien, le plus intéressant, c'est de voir quand même
eh bien, les travaux des assemblées générales, notamment le rédacteur Jean Vital, qui atteste qu'aucune désunion n'est à déclarer dans le camp catholique. Ce qui n'est pas quand même la même chose dans le camp politique, a fortiori du cartel des gauches. Et aujourd'hui comme demain, je cite, la DRAC et la Fédération nationale catholique coordonneront dans l'action leur collaboration pour mener sur leurs points communs un même combat. Je cite aussi rapidement une manifestation massive que l'on a découverte dans l'Aube à Troyes avec près de 8000 congressistes quand même, le 22 février. Et puis en outre, chemin faisant, quelques parlementaires passent le cap et participent aux actions de la DRAC, à l'instar de Dubois-Freinet de Montjean, ou de députés de la Mayenne, l'abbé Berger bien sûr, le monseigneur Grelier qui est évêque de Laval, lors du congrès du 1er mars, et donc eh bien, de nouvelles manifestations locales à Cournon, à Enval, à Aubière, à Clermont, etc. etc. Je ne reviendrai pas sur les membres qu'a évoqué Antonin Léger, mais on atteste près de 450 000 membres, et c'est d'ailleurs ce que donne la précision de la Croix d'Auvergne, j'y reviendrai pas, mais les soutiens viennent également de la part des évêques, notamment le monseigneur Lecomte, évêque de Picardie, qui témoigne sa fraternelle sympathie, etc. Vous pourrez lire dans la communication écrite. Et puis au cours du printemps 1925, pour finir, eh bien, la Ligue connaît même un regain d'énergie. Ça ne s'arrête pas à 1924, bien au contraire, lors d'un regain d'énergie peut-être aussi avec la canonisation de Thérèse de Lisieux le 17 mai, et bien 2 jours après, la section DRAC des Deux-Sèvres, cette fois-ci, a annoncé que quiconque lacère les affiches doit être condamné à des peines financières et juridiques. Et en dépit des critiques, eh bien, vous voyez, si on fait un bilan, 400 000 affiches apposées, 400 000 brochures publiées, 429 000 cartes postales, en l'espace d'un an, 887 conférences organisées à travers la France. Et donc, à l'église de Montmartre, vous avez quand même un banquet de 300 personnes au printemps. Idem pour s'opposer aux lois laïques de l'Alsace-Lorraine. Je passe et je sabre même. Au terme de cette année 1925, eh bien, la DRAC commence à se poser quelques questions sur son avenir. Oui, on retrouve l'humilité des catholiques et ils s'interrogent sur le pays aussi, sur cette éternelle question. Comment sauver la France ? Et peu à peu, eh bien, l'idée de construire plus que des associations, mais bien un parti politique sous le nom du Parti démocrate populaire, eh bien, germe dans les esprits sans pour autant avoir la certitude que celui-ci pourra garantir, comme le dit le Petit Courrier, l'égalité de tous devant la loi, notamment des religieux. Alors, pour conclure, qui touche à d'anciens combattants, c'est à nous qu'il touche, même si ces anciens combattants commettent le crime de porter robe ou soutane. Évidemment, c'est une petite citation du grand écho de l'Aisne. C'est le dernier message que laisse le président de la DRAC, également rédacteur en chef de l'Almanach au terme de l'année 1925. Et cette maxime sonne comme un avertissement envers les opposants de la Ligue, mais aussi une promesse d'avenir envers les religieux anciens combattants. À n'importe quel moment, la DRAC sera là, bien présente. Et progressivement, pour finir, de 1924 à 1944, la DRAC épouse peu à peu les formes du Parti démocrate populaire. On en retrouve une affiche dans les archives de Maine-et-Loire notamment, et s'inscrit dans une continuité quand même des mouvements religieux qui ont été créés. Je pense notamment, Guillaume Cuchet l'a évoqué ce matin, même ce midi, de La Menaie, d'Henri Lacordaire, de Charles Montalembert, mais n'oublions pas aussi les expériences de Jacques Piou avec l'Action libérale populaire, ou encore de Marc Sangnier, créateur du Sillon. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le Sillon, évidemment, très bon enseignant à l'ICES, qui est en la personne de Bernard Calvat, qui a une histoire familiale avec ce Sillon. Bref, pour conclure, et je finirai par là, le 13, on saute un petit peu dans le temps, le 13 et 14 janvier 1940, eh bien, se tient alors l'assemblée des différentes sections départementales de la DRAC, présidée par Jacques Péricard, bien sûr, lui-même assisté par les Vendéens, Lauget et Chopy. 6 mois avant le départ du gouvernement pour Vichy, la DRAC fait le point sur sa situation et conclut les travaux de son assemblée sur un retour au statu quo ante
de 1924, 15 ans plus tard, Jacques Péricard croit encore à la création de dons moraux, persuadé que la DRAC aura toujours une place à défendre et un rôle à jouer, et elle perdure comparée au Parti démocrate populaire. Et donc, je cite quand même la fin d'un journal et d'une affiche qu'on a découvert, inédite, aux archives du Calvados. Je le cite: pour maintenir et développer la DRAC, le meilleur moyen indiqué par les réponses aux questionnaires est le journal, puis la propagande par l'action individuelle, les visites, la correspondance et enfin les réunions publiques quand la chose est impossible. Les temps sont propices plus qu'on ne le croit. La guerre travaille les âmes et les porte à la réflexion. Les cœurs français ne peuvent manquer d'être frappés par l'injustice qui pèse sur les religieux, dont un grand nombre montent pour la seconde fois en ligne sans avoir obtenu leurs droits de citoyens. Il nous faut donc tenir et nous fortifier en attendant le retour des combattants qui, unis à leurs aînés, sauront imposer après la paix intérieure, après la paix extérieure, la paix intérieure, fondée sur 1. La liberté des consciences et 2. Le respect de la justice pour tous. Merci de votre attention.